Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans Entre deux News, votre émission quotidienne de débat, d'analyse et de décryptage de l'actualité socio-politique. Ce soir, deux sujets brûlants dominent l'actualité. Dans la première partie de cette émission, le retour surprise de Dr Boga Sarko-Gervais à la tête de la FIDOP, entendez, Fondation internationale pour les droits de l'homme et de la vie pacifique, dans un contexte sociopolitique tendu à l'approche de la présidentielle ivoirienne. Une décision qui suscite interrogation, adhésion, mais aussi division. Dans la deuxième partie de cette émission, le report au 14 juin prochain de la grande marche du PDCI-RDA en soutien à la candidature de son président et candidat désigné à la présidentielle, Tidjane Thiam, une marche initialement prévue pour ce 11 juin repoussée pour cause d'échange avec les autorités ivoiriennes. Nous en parlerons. Bonsoir à vous, Dr Boga Sarko. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir notre invitation. Mais c'est moi qui remercie Reflet TV pour l'honneur que vous nous faites de mettre notre sujet, notre organisation à la une de ce débat. J'en suis honoré et je vous remercie. C'est nous. Avec vous ce soir, trois consultants. Eric Bayala, journaliste, analyste. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Cédric. Gaël Akwa, bonsoir. Bonsoir. Analyste sociopolitique. Et puis Dr Daouda Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique également. Dans la deuxième partie de cette émission, nous serons rejoints par Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Retour de Dr Boga Sarko-Gervais à la tête de la FIDOP. Un retour qui suscite beaucoup d'interrogations. Tout d'abord, pourquoi avoir accepté de revenir à la tête de votre organisation que vous avez, dirais-je, abandonnée? Oui, d'abord, peut-être il faut commencer par le commencement. Pourquoi avais-je donc décidé de partir? J'ai eu l'honneur de créer donc cette organisation le 1er avril 2009 et je l'ai présidée pendant 15 ans. Je rappelle à tous les téléspectateurs que je suis engagé dans les droits de l'homme depuis mes classes estudiantines, il y a de cela 30 ans, c'est-à-dire en 1994. Et donc, j'ai fait un peu les organisations, la LIDO, la PDH. J'ai été moi-même membre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire avec Mme Vaudier comme présidente. J'en étais le secrétaire exécutif. Et puis, c'est comme cela qu'il y a 15 ans, j'ai eu l'idée de créer la structure. En 2 secondes, je vous dis quelle est la différence entre la FIDOP et la LIDO et les autres que j'ai pratiquées. Sauf qu'à la FIDOP, nous mettons l'accent sur les violations des droits de l'homme causées par les hommes politiques. Cette précision est importante parce que très souvent, on me voit plus dans le milieu politique qu'autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai créé la FIDOP. À l'origine, c'était la Fondation ivoirienne pour l'observation de la vie pacifique de la société et de la classe politique. Donc, quand je crée cela, je me dis, bon, nous critiquons toujours les hommes politiques. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. J'ai créé la structure. Je l'ai présidée pendant 15 ans. Voilà, je pense que le moment était venu pour moi de rendre le tablier. Donc, quand je reviens d'exil, le 9 juillet 2021, on voulait renouveler les documents de la structure pour postuler à des demandes de fonds, à des bailleurs internationaux. Et à la préfecture, on nous dit qu'à cause de la guerre, tous les documents ont disparu et que la FIDOP n'a plus de documents juridiques. À ce moment-là, en tant que bon élève républicain, on va refaire les dossiers pour reconstituer une nouvelle structure. Et officiellement, notre dernier récépissé date du 2 février 2023. Et donc, quand je suis porté à la tête de la structure, à nouveau, mon mandat court jusqu'au 2 février 2026. Mais en tant que je connais la structure, quand je fais le bilan, ça fait 15 ans. Et l'année dernière, en 2024, on a célébré un jubilé pour mes 30 ans d'engagement dans les droits de l'homme et mes 15 ans à la tête de la FIDOP. Et donc, j'ai décidé officiellement de partir. J'étais en déplacement en Italie lorsque j'ai pondu une déclaration le 23 septembre 2024 pour dire que j'arrêtais. Et j'ai désigné le premier vice-président, le professeur Dadier Dia Célestin, pour prendre la relève jusqu'à la fin de mon mandat. Et là, on va organiser maintenant une assemblée générale élective pour désigner un nouveau président. Et puis, entre-temps, il s'est passé ce que vous savez certainement. Et donc, voilà. Ce que vous savez, c'est que je suis un peu analyste comme mes compères ici, sur plusieurs chaînes de télé. Aujourd'hui, c'est un honneur parce que c'est la première fois que je viens à Reflet TV. Je salue au passage ma sœur et amie chérie Bali qui est toujours ici avec vous. Et donc, voilà. Mais les dernières semaines, pour ne pas dire les derniers mois, mes partenaires de votre chaîne concurrente, de NCI, ont pris l'habitude de me contourner et d'inviter directement mon secrétaire général sur le plateau. J'ai toléré une fois, mais il faut être honnête,
quand il est invité, il m'informe. Mais pendant que vous n'étiez plus à la tête de l'organisation. Tout à fait. Donc, j'ai demandé ma démission, je suis président d'honneur. Et le président, par intérim, s'appelle professeur Dadier Dia Célestin. C'est pas à moi qui devais adresser les autorisations, mais il y a un président par intérim. Le problème, c'est quoi? Ou bien vous connaissez Dr Boga parce que vous êtes habitué à lui, vous lui passez le coup de fil. En ce moment, il informe le président par intérim, et ainsi de suite. Vous savez, même en tant que président d'honneur, quand je pars à des missions au nom de la structure, le président par intérim, c'est lui qui me donne mandat, puisque c'est lui qui est à la tête désormais. Voilà. Et en plus, pour tout vous dire, il a été mon professeur à l'université, ce monsieur-là. Et donc, pour vous dire combien de fois je ne peux pas marcher sur le président par intérim, faire ce que je veux. Sauf que le secrétaire général n'a pas... on est passé directement outre les responsables pour contacter le secrétaire général. Une fois, j'ai toléré. Je dis, bon, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. On participe, donc vas-y, je lui donne les grandes lignes. Il s'est débrouillé. Première fois. Deuxième fois. La troisième fois, je pensais que c'était de trop. Et c'est comme cela que nous avons décidé. Je dois vous dire très honnêtement qu'il y avait 2 mobiles. Le premier mobile, c'est que quand la prestation de mon collaborateur, par rapport à la ligne, j'avais quelques réserves. Mais et le deuxième mobile, c'était donc le dysfonctionnement de NCI. Pour ce qui est de ce que je peux reprocher à mon collaborateur, mais ça se gère en interne. Vous avez un collaborateur, vous l'avez envoyé en mission. Si la mission n'est pas bonne ou bien elle est bonne, vous réglez ça en interne. C'est un ordre de sortie en public. Mais ce que j'ai déploré, c'est le fonctionnement de nos amis et partenaires. Et c'est ce que j'ai décrit. Nous avons conduit donc une déclaration signée. Et puis, là, c'était signé par moi, mais sous mandat de mon vice-président par intérim. Bref. Bien, et à la grande surprise, hein, vous êtes de retour à la tête de l'organisation. Oui. Une décision aussi qui divise. Hein. D'aucuns parlent de l'absence des démocraties en interne et que c'était disons, un plan déguisé. Non, mais les gens, moi je pense que en tant que journaliste, si vous suivez toujours la ligne des structures, comme ce soit ACI, par exemple, je connais plus Chéri, c'est pour ça que je parle d'elle, excusez-moi, mais parce que voilà, je la pratique aussi, on a les mêmes organisations et tout ça. Il faut rentrer dans le fonctionnement pour comprendre. Regardez ce que je vous dis là, c'est tout à fait clair. J'ai un mandat qui court jusqu'au 2 février 2026. Je l'écoute et je donne la responsabilité à un vice-président. Donc, il est le responsable. Ce n'est pas le secrétaire général qui est le responsable. Adressez-vous à lui. Et quand ça s'est passé, le secrétaire général m'a répondu en disant que oui, mais le président est parti, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi, même quand le président n'est pas là. Et donc, c'est comme ça que toutes les FIDOC, parce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, j'ai 12 représentations à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, etc. Chaque 2 mois, j'y vais à leurs invitations pour animer des conférences et tout. Tout le monde était réuni et tout le monde a conduit une motion pour demander au président, on va couper court à tous les débats, revenez pour terminer votre mandat. Et puis après votre mandat, nous verrons. Bien. Eric Bayala. Oui, je remercie le professeur pour tenter d'expliquer, j'allais dire, le remue-ménage qu'il a eu au sein de son organisation. Tout à fait. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur la déclaration qui vous remet en selle. Vous dites que, répondant à l'appel que toutes et tous m'avaient lancé. Et donc, quand quelqu'un voit cette déclaration, il semble qu'effectivement, il y a unanimité en ce qui concerne votre retour. Mais il se trouve que le secrétaire général de votre organisation, à la présence de M. Blimarus, fait partie des personnes qui refutent cette déclaration comme quoi vous êtes parti et vous revenez. Est-ce que ce n'est pas une manière en fait, de faire croire à l'opinion que vous êtes démocrate, or qu'à la vérité, vous n'en êtes pas un? Parce que selon vos textes, quand le président démissionne, à qui revient la responsabilité d'assumer? Vous avez dit, j'ai désigné. Normalement, ce n'est pas à vous de désigner qui vous succède. Il faut que dans le fonctionnement de votre organisation, les textes prévoient automatiquement celui qui doit assumer la responsabilité en cas d'empêchement ou bien de démission du président. Mais je vous ai écouté à plus de 5-6 fois, j'ai désigné, j'ai désigné. Or, si les textes sont clairs, quand vous partez, le mécanisme se met automatiquement en place. Mais quand vous dites j'ai désigné, je crois nettement que est-ce que M. Blimarus n'a pas le droit de s'inquiéter à l'idée de savoir que vous êtes parti sans partir? Très bonne analyse, sauf qu'il y a même quelques failles à l'intérieur. Je suis désolé, mais peut-être que vous n'avez pas vu les textes de la structure. Non, mais je pense que justement, c'est pour ça que je voulais poser la question. Tout à fait, tout à fait. Alors, premier point, le secrétaire général Blimarus, personne ne peut me mettre en palabre avec lui parce que je suis son dévancier, je suis son encadreur. C'est un thésard. Il est en thèse de doctorat
Et je travaille beaucoup avec lui. Il travaille justement sur la question des droits de l'homme. Et voilà, si vous voulez, c'est un peu mon disciple aussi. Je le forme aussi un peu. Donc, personne ne peut nous mettre en parole. La déclaration dont je parle, la motion qui a été rédigée me demandant de revenir, il en est signataire. Il était là. Donc, on dit qu'il y a eu... Non, il n'y a même pas de quoi entre mon secrétaire général et moi. Vous savez, quand vous avez des étudiants, ou bien vous avez des apprenants, on peut commettre des erreurs, on peut faire des fautes, mais il faut toujours avoir l'humilité de dire, ici, c'était un peu trop politique, ou alors ceci ou cela. Donc, sur ce point, vous allez prendre la motion qui a été publiée, c'est même quelque part, il y a une phrase qui dit, y compris le secrétaire général. C'est-à-dire, à l'unanimité, on a adopté cela, y compris le secrétaire général. Si vous l'avez sous les yeux. C'est là le problème. Cette motion a été rendue publique par vous-même. On se demande est-ce qu'il n'y a pas de compétence. Non, c'est pas signé par moi. C'est signé par le président par intérim. C'est lui qui a présidé la séance. Je dis rendu public. Pas lui-même. C'est lui. C'est par vous que nous avons tous appris. Hein, ah non. Non, la motion n'a pas été signée par moi. Mais en tant que journaliste, ça se trouve sur les réseaux. Si quelqu'un peut téléphoner, ouvrir tout de suite. Non, professeur, je pense que vous n'avez pas peut-être saisi. Hein. Oui. Vous dites que dans la déclaration, c'est mentionné, y compris le secrétaire général. Oui. Pourquoi cette spécification? Oui, pourquoi ce n'est pas précisé, y compris le vice-président, y compris le trésorier, y compris le secrétaire à l'organisation, et on fait référence exclusivement au secrétaire général qui se trouve être celui qui aujourd'hui manifeste son mécontentement. Mais c'est justement pour vous répondre, pour répondre à tous ceux qui peuvent penser que le secrétaire général était opposé. C'est pour cela que tous ceux qui ont participé à la réunion, le PV est là, il est rendu public, vous n'avez qu'à regarder. Et M. Marius Bly, qui est en ce moment en déplacement à Mans, avec qui je parlais avant de venir à cette émission, on n'a pas de problème. Donc, vous dites que ça, c'est un détail qui est réglé. La deuxième chose, quand je prends, vous savez, c'est ça aussi, l'intellectuel, il est prévoyant. Quand je signe pas ma démission, c'est ma suspension. C'est écrit noir sur blanc. C'est parce que j'ai un peu envisagé tout cela. Mon mandat court. Je l'ai suspendu. C'est pour cela qu'on n'a pas eu besoin forcément de faire une AG élective immédiatement. Mon mandat court, je le suspends parce que dans les textes de la FIDA, le président, s'il part en déplacement, il peut confier la responsabilité à un des vice-présidents. Et en l'occurrence, c'est le premier vice-président par préséance. Vous voyez, et tout ce que je dis là, c'est sous le contrôle quand même de notre avocat, M. Hervé Boismené, qui lui-même aussi a supervisé, a assisté à la réunion. Donc, on fait tout ça dans les règles de l'art juridique. Donc, je voulais vraiment vous rassurer là-dessus. Et moi, j'ai pris des précautions, j'ai suspendu, et j'étais parti de bonne foi. Personne ne m'a demandé de partir. Mais, c'est un outil qui m'est cher. Vous savez, je revenais d'Israël, quand j'ai eu l'idée de créer la FIDO. Je pouvais toujours être à la Lido. Je pouvais toujours être à la PDH. J'ai créé la FIDO avec une inspiration divine. Et je vais apprendre encore à votre téléspectateur que dans mon cursus universitaire, là, ce n'est pas les droits de l'homme que j'ai étudié. Je suis spécialiste de la langue française. Je suis professeur de lettres à l'université de Bouaké. Et l'université a instauré un cours de droits de l'homme que je donne aux étudiants de licence 3, en plus de toutes les universités privées. Ouais, donc, mais en même temps que je le dis, il faut que je dise aussi à nos étudiants, ce n'est pas parce que j'ai eu une vision extra, c'est une discipline de droit. Si vous n'avez pas étudié cela dans votre cursus, il faut apprendre. Et je me suis formé. J'ai été aux États-Unis et j'ai écrit 6 livres dans les droits de l'homme. Donc, sur la question, je suis désolé, mais toute modestie mise à part, je suis très à l'aise. Merci, professeur Gaël Akbar. Ensuite, Dr Daouda Ouattara. Moi, je vais aller direct. Qu'est-ce que vous reprochez de façon factuelle au secrétaire général lorsqu'il a été sur le plateau de NCI? Parce que nous autres analystes, chacun pourrait faire son analyse de son idée. Mais vous, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous soyez en désaccord avec lui? Et puis après, ça, deuxième élément, est-ce que votre retour à la tête de la structure, à la suite de tout cela, est-ce que ça ne porte pas un discrédit sur votre organisation? D'abord, je commence par la dernière question, elle est la plus facile. Okay. Loin s'en faut, bien au contraire. Cette petite crise, ce n'est pas la première que j'ai connue. Il y avait une auparavant, quand je suis revenu d'exil, où 9 de mes collaborateurs, il y avait 52 membres dans mon bureau. Ici, comme à l'extérieur, on avait fait un grand bureau. Il y a 9 qui n'étaient pas d'accord, qui sont retirés. Aujourd'hui, comme toute attente, ce sont des amis qui sont en France, de ceux qui étaient partis même, qui se battent parce que la FIDO. Qu'est-ce que je peux reprocher? J'avais voulu ne pas en parler, j'ai dit que c'est en interne. Mais vous me donnez l'occasion. Les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je m'en vais. Et, vous savez, dans les droits de l'homme que j'ai étudiés et que j'enseigne, le principal violateur des droits de l'homme dans tous les pays du monde, c'est l'État.
Parce que dans les principes, c'est l'État qui doit appliquer les droits de l'homme. Le droit à la santé, c'est l'État qui doit construire les hôpitaux. Le droit à l'éducation, c'est l'État, les écoles. Le droit au travail, c'est que quand j'ai eu mon diplôme, l'État doit tout faire pour que j'ai du travail. Donc quand ce n'est pas rempli, violation des droits de l'homme. Donc on accuse l'État. Quand j'ai fini de vous dire ça, vous allez comprendre toutes mes prises de position contre celui qui dirige l'État, en général. Quand un défenseur des droits de l'homme vient et qu'il dit que tout va bien dans le pays, vous savez, si moi je vous pose la question, je ne veux pas parler politique, parler du bilan du président Ouattara, mais vous dites, Dr Bouga, que pensez-vous de la société ivoirienne? Moi, je suis revenu d'exil, j'étais épaté. La Côte d'Ivoire a fait un bond. Il y a des routes, etc. Le pays est en chantier. Mais ça, c'est l'œil du citoyen ordinaire. Mais moi, je prends l'œil du défenseur des droits de l'homme. Est-ce que les libertés vont bien? Est-ce qu'il y a des prisonniers? Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux m'exprimer librement? Parce qu'une chose est d'avoir des routes, des ponts, mais une autre est de permettre aux citoyens d'être... Regardez aujourd'hui, là, mon droit de vote. Je veux choisir entre tous les candidats. On me dit, attention, il y en a qui sont bloqués. Ça, je le dénonce. Parce qu'en matière de démocratie, il faut l'inclusivité. Vous voyez, parce que les droits de l'homme vont de pair avec la démocratie. Donc, quand je finis de vous dire ça, vous allez comprendre que faites la relecture de l'intervention de mon collaborateur. Je ne veux pas le critiquer, le juger, mais vous comprenez un peu que dans les principes, le défenseur des droits de l'homme, les vrais, regardez Amnesty International, regardez toutes les structures, c'est toujours le dirigeant. C'est à lui qu'on s'adresse. Et je dis. Merci, Dr Daouda Ouattara. Bien. Je vais répondre en suivant son premier propos. Si je comprends bien, il a dit qu'il a fait 15 ans à la tête de la FIDO. Ce qui veut dire qu'il veut passer la main, il veut créer la rupture. Bon dirigeant, ça c'est à saluer. Merci. Maintenant, le deuxième motif, si j'ai bien compris son propos, c'est non-respect de la hiérarchie de la part du secrétaire général. Oui, donc de la part de nos amis. Oui. Du secrétaire général. Oui. Voilà, de façon précise. Bien, quand vous confiez une structure ou bien une entreprise à une équipe, c'est avec la confiance. Souvent, vous avez 15 ans à la tête de la structure. Eux n'ont pas cette expérience-là. Alors, quand ça ne va pas, vous pouvez revenir en pompier, mais en sourdine, pour redresser et puis repartir. Mais venir, comment on appelle ça, partir et puis décider de façon brusque, revenir sur, reprendre la main, bon, c'est assez, la pilule passe un peu mal. Oui, tout porte à croire que sur mon thème, il y a une grande incohérence dans ce que vous faites. Alors, je note une grande incohérence dans ça. Parce que je remonte un peu plus loin. Le 21 août 2021, il y a l'intelligence d'Abidjan qui titrait que vous démissionniez de EDS. Ensemble, la démocratie et la souveraineté. En 2025, premier trimestre 2024, vous avez décidé de vous mettre en retrait. Vous avez confié la gestion de la FIDOP à une équipe. Mais en confiant la FIDOP à une équipe, il y a une raison profonde que peut-être que vous n'avez pas encore signifiée. Parce que moi, j'ai appris que vous êtes à la tête du DDH Afrique, qui fait partie de la CAPSI. Non, vous me laissez finir. Qui fait partie de la CAPSI. Alors que si ma mémoire est bonne, quand je lis dans vos textes, il est dit que la FIDOP est apolitique. Exact. Elle est apolitique. Donc, vous ne pouvez pas être à l'opposition et en même temps être à la tête de la FIDOP. Donc là, vous ne voyez pas qu'il y a une incohérence. Ça fait 2. Maintenant, de 3. Comment on appelle ça? Mi-2025, parce que peut-être Bli Marius a violé peut-être un code ou bien, bon, il n'a pas respecté la hiérarchie. Vous décidez de revenir, alors que la FIDOP, elle est apolitique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une grande incohérence dans tout ce que vous faites, dans votre démarche? Est-ce qu'il n'y a pas une grande incohérence? Merci, docteur. Je vais éclairer toutes les lanternes. Je suis fondateur de 2 structures. La FIDOP dont nous parlons, mais il y a aussi GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Cette organisation-là, je l'ai déclarée aux États-Unis, dans l'État du Delaware. Les papiers existent, etc. J'ai même désigné un président local, M. Laurent Adjayi, et qu'il existe. Et c'est cette structure-là qui est un peu hybride, à la fois qui défend les droits de l'homme, mais qui peut se permettre de prise de position politique. C'est avec cette structure-là que nous avons créé EDS. Parce que EDS dont vous parlez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, c'est une coalition
dans laquelle se trouvaient des ONG, des partis politiques, des citoyens ordinaires. C'est comme ça qu'on a créé EDS. Je suis un membre fondateur. Et j'en ai été le 5e vice-président chargé de la démocratie et des droits de l'homme. Le président fonctionnaire, c'était le Georges Aman-Onyen. Mais cette structure, elle était trop politiquement engagée pour défendre M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, etc. Donc, quand moi je reviens en Côte d'Ivoire, je démissionne parce que c'était un combat dans une période donnée. Et voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, nous parlons de la FIDOC, qui est une structure qui se veut apolitique. Et je l'ai dirigée, j'ai passé la main. Il se trouve qu'il y a des problèmes. Tous les membres se réunissent, ils disent. Et puis moi, le problème qu'il y a, qui coupe court à tous les débats, c'est que j'ai un mandat qui courait. Et en plus, je n'ai fait que suspendre ma présidence. Docteur, là, je vous arrête. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Dites-moi. C'est à cause de votre appartenance à CAPSI. Oui, je vais y Parce répondre. que vous appartenez à mais CAPSI. ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous appartenez à CAPSI, vous êtes politique. Vous avez une position partisane. La FIDOC est apolitique, n'est-ce pas? Restez loin de la structure qui est apolitique. Si vous avez une position partisane actuellement, est-ce que ce n'est pas mieux de rester loin de la FIDOC, laisser la FIDOC faire ce qu'elle a fait plus bon? Maintenant que je vous ai écouté, je vais vous répondre calmement. La FIDOC n'est pas membre de CAPSI. Ce n'est pas vrai. Et quand j'ai fini de dire ça, débat est clos. C'est pas vrai. Allez-y, ils sont là. Madame Gbagbo est là. Tout le monde est là. Allez lui demander. On n'est pas membre. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a sorti une ordonnance du 12 juin 2024, qui est devenue loi. Elle a été adoptée, cette loi-là, le 19 mars, qui dit, article 1er, la société civile, dite apolitique, en aucun cas ne doit se mettre ensemble avec les politiques. L'ordonnance, on l'a combattu avec Pichéric Balé, on a fait tout le tour. Ça a été voté. Il y a eu des débats. C'est sur cette base-là que les rapports, parce que rappelez-vous, on a signé une tribune au PDCI-RDA pour demander qu'il y ait des élections transparentes avec tous les leaders politiques. Depuis ce temps-là, quand l'ordonnance-là a été transformée en loi, parce que, écoutez, je suis un responsable. Une loi, et ça, il faut que les gens le comprennent. Vous n'aimez pas une loi, mais aussi longtemps qu'elle n'a pas changé, elle demeure loi. C'est au nom de cette loi-là que nous nous sommes retirés. Merci, docteur. Donc, la FIDOC n'est pas membre. Oui, moi, je voulais poser une question tout à l'heure. Quand il a parlé de le droit du citoyen qui voudrait participer à une élection inclusive, et on lui dit qu'il y a des candidats qui ne participent pas à cette élection parce qu'il y a absence de démocratie. Mais est-ce qu'on peut convoquer à un débat public la notion de la démocratie et faire fuir des principes de justice? Très bien. La justice en politique. En fait, c'est ce grand débat, on peut en faire un débat. Bon, en fait, non, la nuance, elle est vraiment de taille. Elle semble peut-être, le fossé semble ne pas être bien perçu. Mais je dis, est-ce qu'on peut parler de démocratie et s'éloigner du principe de la justice? Oui. C'est différent de la justice en politique. Non, je dis c'est les deux tandems, en fait. Justice, démocratie. Je vais vous répondre. La démocratie, c'est à la fois un esprit, c'est à la fois la lettre. La lettre, ce sont les textes qui fondent la démocratie. Donc, je suis d'accord que dans les textes, quand tu es exclu par un juge, etc. Cher ami, parlons donc de justice. L'État de Côte d'Ivoire dit, M. Laurent Gbagbo a subi un procès, d'abord en contumace, le procès, on peut faire un débat là-dessus, mais dont acte. En droit, dont acte, passons. Donc, il est condamné à 20 ans, et ça encore, il y a un détail, parce que même les juges, là, ils savent que la question des droits civiques, elle est tellement importante que quand un juge dit « je vous condamne à 20 ans », assorti de la privation de vos libertés, vos droits civiques, il faut qu'il écrive ça, parce que les droits civiques, quelqu'un peut être condamné puis il veut voter. En prison, là-bas, on vote. Hein. Mais quand le juge ne veut pas que vous jouissiez de ce droit, il le signifie dans la décision. Ça n'existe pas. Premier élément. Mais je vais aller plus loin. Justice pour justice. Nous, on a signé des accords. La justice de Côte d'Ivoire me condamne à 20 ans. Mais quand je saisis une justice supranationale, comme quand on va à la CPI, qui est une juridiction supranationale, et quand elle sort, la juridiction en question, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle dit, en 2020, en septembre, elle sort un arrêt pour dire, les messieurs appelés Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, remettez-les sur la liste électorale. Où est le droit en ce moment? Et mon pays répond, non, nous sommes un pays souverain, nous n'allons pas appliquer cette décision. Mais c'est du droit.
C'est pour cela que nous considérons que la question de certaines personnes qu'on a radiées ne relève même plus du droit. Ça relève carrément du politique. Merci, docteur. Oui, on prendra malheureusement une dernière question. Le temps est épuisé, mais on ne pourra pas répondre. Docteur, vous allez répondre rapidement en 1 minute à sa question. Allez-y rapidement. Je vais sortir un peu de... Mais on reste toujours à la société civile. On a l'impression qu'on n'a pas de société civile forte en Côte d'Ivoire. Alors que la société civile doit être le contre-pouvoir face aux politiques. À ce moment, quel commentaire pouvez-vous faire là-dessus? Non, le commentaire, c'est que notre société, la démocratie... Je complète qu'on a l'impression que tout le monde est encarté. Chaque parti politique appartient, chaque société civile suit forcément un côté politique. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà. Bon, ça fait un deuxième élément après, mais bon. Moi, je voudrais vraiment vous dire, quand vous comparez avant l'AES, prenez le Mali, le Burkina, le Sénégal. Voici des pays où la société civile est beaucoup plus forte par rapport à nous. Nous, on est encore un peu en retard. Notre peuple n'est pas encore assez. Vous regardez les Sénégalais. Ablaye Wade, il a voulu faire un 3e mandat. Mais les Sénégalais qui sont un peuple d'un point de vue politique et démocratique un peu avancé, ils l'ont battu dans les urnes. Le débat est clos. Les Ivoiriens, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Et ce travail-là, c'est quoi? C'est à vous et moi. Si nous sommes là à parler politique, à parler de soutien, mais nous ne disons pas. Parce que moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire de demain. Nos aînés l'avons passé. Hein. C'est nous qui allons demain diriger la Côte d'Ivoire. Il faut que notre peuple soit aguerri. Il faut que notre peuple soit mûr. Merci. Que, voilà, merci, docteur. Je voulais juste rappeler la décision qui a été prise. On a un temps qui a épuisé. Justement, mais il y a l'article 12 du Code électoral qui est bien précis, qui dit que la décision du juge en ce qui concerne la radiation de quelqu'un sur la liste est ne susceptible d'aucun recours. Et donc, même si on a fini de prendre ce qu'on appelle cet arrêt-là au niveau supra, comme vous l'avez dit, pour que ça s'applique, il va falloir qu'on puisse modifier l'article 12 du Code électoral. Faut-il le faire pour faire plaisir à un individu? Je ne pense pas que l'intérêt d'un État se résume à faire plaisir à des individus, mais il s'agit de conduire une politique d'ensemble. On vous fait 30 secondes là-dessus. 30 secondes pour un individu. Mon pays a fait le tour de l'Afrique et on a pris une ordonnance pour que M. Ouattara soit candidat. Si on l'a fait pour Pierre, on peut le faire pour Paul. Et j'ai dit. Merci, professeur. On va marquer une courte pause. Docteur Daouda Ouattara, merci à vous d'être passé sur ce plateau. La réclame publicitaire, c'est maintenant. Le débat se poursuit. Michel Betta, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Alors, initialement prévu ce mercredi, la marche du PDCI-RDA de soutien à la candidature de Tidjane Thiam, radié de la liste électorale, a été reportée au samedi 14 juin prochain. Une décision stratégique selon la direction du parti qui appelle ses militants à rester mobilisés. Reportage. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a annoncé ce mardi 10 juin 2025 le report de la marche initialement prévue ce mercredi. Cette manifestation visait à soutenir la candidature de Tidjane Thiam et à protester contre sa radiation de la liste électorale. Une nouvelle date a été communiquée par la direction du parti. À la suite de nos entretiens avec l'autorité préfectorale du département d'Abidjan, ce mardi 10 juin 2025, la grande marche de soutien à la candidature du président Tidjane Thiam et de protestation contre sa radiation de la liste électorale est reportée au samedi 14 juin 2025 à 8 h, suivant le même itinéraire qui part de l'espace Sokosé aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, au siège central de la commission électorale indépendante. La direction du PDCI appelle militants et militantes et sympathisants à demeurer mobilisés. Elle invite également à une forte participation à la manifestation une fois la nouvelle date confirmée. La haute direction du PDCI-RDA invite les militants et sympathisants à demeurer mobilisés et à participer massivement à cette marche en vue d'obtenir des conditions favorables à des élections inclusives, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. Pour le PDCI-RDA, cette mobilisation dépasse le simple cadre d'une marche. Elle est présentée comme un acte de résistance face à ce que le parti perçoit comme une tentative d'éviction de l'un de ses principaux dirigeants. Il y a une question à Michel Betta. Que symbolise cette mobilisation autour de la radiation de Tidjane Thiam? Non, elle n'a d'autre sens que de montrer que le PDCI, plus que jamais, aspire à diriger ce pays-là, reprendre les rênes du pouvoir et puis conduire la Côte d'Ivoire à cette trame glorieuse qu'on a connue du temps du régime PDCI. Mais il faut le dire, cette marche-là aussi
est le symbole de la détermination des militants du PDCI parce que lorsque a été sortie la liste électorale le 4 juin dernier, le 5 déjà, le secrétaire exécutif du PDCI a fait une déclaration dans laquelle il a appelé les militants à rester mobilisés et à être prêts à occuper la rue. Et voilà, ce test d'occupation de la rue-là se décidera certainement le 14 juin prochain, samedi précisément. Et voyez-vous, cette marche-là, ça montre un peu une certaine rupture dans la démarche politique du président Tidjane Thiam qui a décidé de donner au PDCI une capacité de conquérant. On avait pourtant longtemps dit que le PDCI est un parti de bourgeois, de salon, de vieux, mais cette fois-ci, le PDCI veut montrer qu'il est un parti de la rue aussi, qui peut prendre la rue pour revendiquer certaines aspirations légitimes, démocratiquement, et exprimer dans un pays où souvent les droits des militants de l'opposition sont souvent bafoués, tétanisés même, disons. Tétanisés parce que jusqu'ici, depuis que le président Ouattara a pris les rênes du pouvoir, on voit les marches sont souvent blâmées, interdites et ostraciées. Donc, cette fois-ci, le PDCI veut démontrer que trop c'est trop, ça suffit. Bien. Professeur, que révèle cette situation sur le climat préélectoral en Côte d'Ivoire? D'abord, pour les universitaires, je suis fier quand on dit professeur, mais comme chez nous, là, il y a tellement de grades, il faut dire docteur. Parce que j'ai même mes étudiants qui sont passés professeurs. Et j'en suis fier, mais je ne suis pas professeur. La marche que j'ai vue là, ce que je vois, ça me réjouit. D'ailleurs, je tenais à préciser que c'est parce que c'est à Abidjan qu'on en parle. Sinon, à Daougro, j'ai vu une grande marche qui a eu lieu à Daougro récemment. En fait, c'est tout ce que nous demandons au président Ouattara. Permettre aux libertés de s'exprimer. En Europe, là, vous savez, quand les gens ne sont pas contents, et puis ils marchent, ils s'expriment, là, ils se libèrent. Ils crient, ils parlent, le lendemain, le pays est tranquille. Mais quand vous interdisez, alors que dans notre régime, ce n'est pas l'obligation d'autorisation. Non. On a copié sur la France. C'est juste l'information. Moi, je viens de 10 ans d'exil. Aujourd'hui, la CPI sort une décision. Le lendemain, on est dans la rue. Parce qu'on informe juste le préfet. Donc ici, cher ami, cher Sidik, moi, je suis heureux qu'ils se sont entendus pour que ce soit samedi. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne voudrait pas, par exemple, qu'un jour ouvrable, un jour ouvré, qu'il y ait du grabuge. Parce qu'on peut initier une marche dite pacifique, mais il peut y avoir des imprévus. Donc moi, je salue cela, que les autorités aient permis, aient accepté que la marche ait lieu sans qu'il y ait de débat là-dessus, parce que c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, article 20 de la loi fondamentale, et de deux, que les gens du PDCI aussi aient accepté les propositions de l'État. C'est ce qu'on appelle dialoguer. C'est ce que nous demandons au président, dialoguer. Quand vous dialoguez là, vous trouvez une solution, nous tous on est tranquilles. Donc, cher Sidik, ce que je peux dire, c'est de saluer le dynamisme démocratique qui se met en marche. Ce n'est pas la première marche. Depuis que le PDCI a vu le nom de son leader à dire, il y a eu plusieurs marches. Mais comme c'est à l'intérieur, on n'en a pas fait beaucoup de vagues. Et donc, celle-là, elle va avoir lieu. Pour terminer et chuter, en Europe, quand on fait les marches là, les gens voient votre capacité de mobilisation. C'est par là qu'on jauge. Vous dites, ah, mais cette affaire-là, ça intéresse beaucoup les gens et ça attire l'attention. Et la communauté internationale qui est très préoccupée, parce que nous la sollicitons beaucoup. Nous, on a saisi le secrétaire général des Nations Unies, on a saisi l'Union européenne. D'ailleurs, je vous informe que l'Union européenne nous a donné rendez-vous le lundi prochain. Vous parlez de la FIDOP? Oui, la FIDOP et la PEXI. Puisque nous sommes deux coalitions, eux, ils ont une coalition, moi, nous, on a une organisation qui travaille, on suit le processus électoral. Tout à l'heure, mon co-panéliste à droite me disait un peu, on suit ça de bout en bout. Parce que cette fois-ci, là, il faut que les Ivoiriens se disent, ce n'est pas une affaire des politiques. Quand vous dites que c'est une affaire des politiques, là, mais c'est comme si vous avez abandonné votre pays, vos droits aux politiques. Ça vous concerne. Cher ami Sidik, ce que vous faites dans cette émission-là, vous participez aussi à ce qu'il y ait une élection pacifique et que vous puissiez continuer de faire des émissions. Vous avez compris. Bien, merci. Eric Baya, la réaction là-dessus? Oui, moi je pense qu'effectivement, les marches, les meetings, comme nous en voyons aussi souvent ces temps-ci, ce n'est rien d'autre que l'expression de la démocratie. Et donc, personne ne peut dire ici qu'à cet instant précis ou à ce moment-là, que les libertés sont bâillonnées et que la liberté d'expression est mise sur le boiseau. Bien au contraire, c'est une belle expérience que nous vivons. Mais là où je m'avais interrogé, c'est que tout dernièrement, à Yopougon, par exemple, on a vu avec la CAPSI, dont fait partie le PDCI et les autres organisations,
ont mené une action au nom de ce qu'ils pourraient appeler une situation dans laquelle certains leaders étaient victimes d'ostracisme en ne soyant pas sur la liste électorale. Et donc, je pense qu'ils ont même porté le message du président Thiam par visioconférence. Certains leaders sont intervenus. On a dit que la CAPSI, désormais, défendait la cause d'ensemble. Mais voilà que, de façon particulière, et j'allais même dire singulière, le PDCI sort donc de la CAPSI pour venir organiser une cérémonie, c'est-à-dire exclusivement réservée pour le cas de son candidat. Et donc, vous voyez que quand on est en face de cette qu'on appelle, opposition, qui n'est pas capable de s'assumer, qui n'est pas capable de fédérer les énergies pour lesquelles ils sont convoqués eux-mêmes pour porter d'une même voix une cause, ben, il y a à désespérer. Bon, quand vous voyez l'espace de Sokosé, pour le grand PDCI dont on parle, l'espace de Sokosé, c'est pratiquement une chambre-salon où on invite tous les militants du PDCI pour y aller. Non, c'est d'abord un rassemblement dans un lieu. Bien. Voilà. C'est à partir du lieu que on va prendre maintenant le boulevard. Mais on dit espace Sokosé. Bon, écoutez, c'est un espace où de temps en temps, des manifestations de marques de boissons se retrouvent. C'est cela qu'on peut essayer va emmener l'ensemble de ces militants. Je pense que c'est bien. Alors, est-ce que selon votre lecture, cette démarche peut inverser la tendance autour du débat sur la radiation? Mais moi, cette actualité-là vient comme une bouffée d'air, parce qu'on sait que le week-end dernier, on a vu le discours du président Gbagbo à Port-Boué. On a vu aussi certains communiqués du PDCI qui annonçaient, qui maintenaient ces militants à être prêts pour la mobilisation. On parle ces temps-ci de rue, le PPACI parle de rue, le PDCI parle de rue, le RHDP aussi parle de rue. Finalement, on dirait que tout le monde se donne rendez-vous dans la rue et ça fait peur aux Ivoiriens. Je ne me souviens pas avoir vu un communiqué du RHDP. Eric, on ne va pas rentrer. Quand les différents leaders s'expriment, tout le monde parle de rue aujourd'hui. Que ce soit que ce soit. Voilà, tout le monde parle de la rue. Donc, ce n'est pas une affaire de communiquer. Ça, c'est pas. Attends, je vais. Donc, on est dans quel contexte? Dans un contexte vraiment sensible où tout le monde est déjà presque dans une certaine psychose. Donc, quand le PDCI dit qu'il va faire une marche le 11 et que les responsables vont rencontrer les autorités, et puis on décale à 3 jours, donc le 14, je pense que c'est un bon signe. C'est un bon signe d'organisation. Ça montre que le PDCI est un parti qui est ouvert à la discussion. Il y a le dialogue. Et puis, il y a la négociation. C'est par la négociation qu'ils ont pu tomber d'accord. Et puis, vous savez aussi, les autorités, pour une telle marche, moi, je pense que c'est une marche qui va mobiliser plusieurs personnes. On peut aller à 5 000 personnes, on peut aller à 10 000. Voyez-vous un test de popularité pour Tidiane Thiam? Oui, c'est un test. Mais effectivement, au-delà même du test aussi, il y a le test aussi au niveau des autorités. Parce que les autorités policières doivent encadrer la marche, doivent pouvoir suivre tout ça. Donc, on ne se lève pas comme ça en un jour pour le faire. Et ces 3 jours-là aussi permettront au PDCI d'encore plus faire passer leur message, de mieux s'organiser pour que les choses se passent bien. Donc, stratégiquement, le PDCI gagne, les autorités aussi gagnent. C'est au bon plaisir des populations qui ne veulent pas de troubles. Bien, Michel Betta, l'itinéraire choisi traduit aussi un message. Oui, il s'agit de rappeler à la CEI qui a été celle qui a publié la liste électorale que la radiation de Tidiane Thiam est difficilement inacceptable par les militants du PDCI qui ont appelé aussi, il ne faut pas oublier, tous les Ivoiriens soucieux de défendre le droit des populations, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté aussi de vote, de rejoindre le PDCI. Donc, je pense que même si le PDCI ne dit pas que la marche appartient aux autres partis de la CAPSI, il a fait une ouverture pour que ceux-ci aussi se joignent à eux. Donc, tout cela mis ensemble montre qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition sont dans une autre dynamique. On a entendu Laurent Gbagbo qui a promis aussi prendre la rue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient au pouvoir en place. C'est vrai que la rue, c'est pas synonyme de désordre, c'est pas synonyme de tout ce qu'on peut imaginer, mais ça doit interpeller le pouvoir en place pour mettre très rapidement, ouvrir la voie aux discussions, au dialogue, pour qu'on arrive à un processus consensuel. Est-ce qu'il faut craindre des débordements? Non, les débordements ne vont pas venir de l'opposition, mais il faut craindre que le pouvoir... C'est l'opposition qui sera dans les rues. Oui, mais ça ne peut pas venir de l'opposition, puisque l'opposition
l'opposition, l'itinéraire est tracé. C'est le pouvoir qui pourra peut-être vouloir empêcher certains manifestants de rejoindre le lieu de la manifestation. S'il estime que le nombre est assez suffisamment impressionnant, il peut chercher à empêcher, comme on le voit souvent dans certaines manifestations, même ceux qui viennent, parce que d'aucuns viennent de l'intérieur, avec des cas. Donc souvent, on peut les empêcher même d'avoir accès à Abidjan par l'autoroute. Et tout cela, ça entraîne déjà, ça surchauffe l'atmosphère autour des manifestations et ça peut dégénérer en tout ce qu'on peut craindre. Donc, je pense que s'il appartient au pouvoir en place de permettre la meilleure circulation de ceux qui vont venir de l'intérieur, afin qu'ils puissent rejoindre le lieu de la manifestation et ensemble encadrer cette manifestation qui se veut être l'expression de la démocratie au sein de ce parti-là et au sein de l'opposition. C'est une manifestation pacifique. C'est cela même. Bien. Docteur, êtes-vous du même avis que ceux qui estiment que la radiation de Tidiane Thiam est une menace à la stabilité électorale et même celle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Oui, mais avant d'en arriver à cette question, je voudrais dire à mon frère que oui, c'est la responsabilité des autorités policières, des gendarmeries et tout ça d'encadrer, mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui organisent eux-mêmes. Je me rappelle très bien quand il y a des manifestations de masse, les organisateurs eux-mêmes ont en leur sein leur propre comité de sécurité. Parce que ne l'oubliez pas, c'est nous tous là qui disons que en Côte d'Ivoire, depuis cet temps, on ne marche pas. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Je rappelle, le 13 septembre 2024, des amis de la société civile ont voulu marcher contre la vie chère. Ils ont été arrêtés, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. C'est récemment qu'ils sont sortis. Ils ont fait 4 mois, 6 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un test pour les autorités policières, mais c'est aussi un test pour l'opposition. Si la marche est réussie, elle est sans casse, elle est tranquille, mais vous allez voir que ça va encourager l'État, les autorités à permettre d'autres marches. Mais si ce test-là, il se passe mal, et qu'on arrivait... Ce que vous dites, je ne le jette pas, hein, on a des cas où il y a des infiltrations et tout ça. Mais c'est votre propre sécurité aussi qui peut... Et puis, faire un rapport. Vous dites que notre marche a été infiltrée, nous avons arrêté tel monsieur, nous avons fait ci. Enfin, je le dis parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, autant je critique le pouvoir, autant je préviens aussi, je donne des conseils à l'opposition pour que la démocratie que nous voulons là, elle s'exprime. Moi, je voudrais qu'il y ait davantage de marches jusqu'aux élections. C'est notre droit de marcher. J'ai dit article 20 de la déclaration. Et c'est le même article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui se trouve dans notre Constitution. Maintenant, vous parlez de la radiation de M. Tidiane. Vous savez, très souvent, ce sont j'ai dit, un état de droit, le socle, c'est la justice. Si la justice ne nous protège pas, on est mal barré. Vous savez que la juge qui a rendu la décision de radiation, elle-même, elle n'avait pas compétence pour le faire. Parce que c'est une question pour la nationalité qu'elle a été convoquée. Or, la question de la nationalité ne se juge pas par un juge comme elle. C'est une question, à la limite civile, où il y a un juge qui est commis pour ça, mais ce n'était pas de son ressort. Vous voyez? Et ça, le mal a été fait. Et le monsieur a été radié. Vous savez, quand on regarde notre pays à l'extérieur, c'est la même, ça me rappelle exactement lorsque M. Ouattara était arrivé. On pensait que c'était une affaire entre nous ici, mais il venait de l'international. Il venait du FMI. Le monde entier nous regardait. C'est la même chose qui se joue aujourd'hui, où tous les braquages, jusqu'en France, des spécialistes du droit, parce que nous tous, c'est vrai on peut être juriste, on peut être défenseur des droits de l'homme, mais quand même, ceux qui nous ont formés sur les questions même de la langue, etc., ils sont quand même là-bas. Des experts, ils vont commencer à analyser ou décortiquer. Bref, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà parlé de la relation de M. Soro et de M. Gbagbo, mais celle de Tidiane Thiam aussi est problématique. Pourquoi je dis cela? On sent le politique. Bon, le monsieur, il a rendu sa décision de dire qu'il n'est plus français. D'abord, quand la France accepte qu'il n'est plus français, ça veut dire qu'elle est sûre que c'est parce qu'il est ivoirien. Parce que la France, la plupart de nos États ont signé un traité international contre l'apatridie. C'est-à-dire que si tu ne veux plus être français, est-ce que je suis sûr que tu es au moins ivoirien? En ce moment, je dis OK. Ils ont dit OK. Mais s'ils ont dit OK, une juge ne peut pas lui refuser cette nationalité. Puisqu'il est sauf accent, immédiatement il est français, il est ivoirien. Elle a refusé. Deuxièmement, pourquoi on ne peut pas nous donner une RLE? Parce que si vous faites une RLE, la révision de la liste électorale, mais comme il est devenu ivoirien là, il rentre sur la liste électorale. C'est tout ça là que nous on analyse pour dire il y a anguille sous roche. Et que l'élection là, elle n'est pas inclusive. Pour chuter, moi je voudrais que le président Ouattara regarde.
et que cette élection-là, qu'on aille à la fête, et que tous les candidats là, ils se présentent. Le RHDP est fort, non? Il va les écraser. Et j'ai pensé, hein. Bien. Éric Bayala. Oui, mais en fait, je pense que sur la question comment on appelle ça, de M. Tidiane Tam, je parle là sur le contrôle de celui qui a appris le droit. Et moi, franchement, le droit de l'homme, mais qui est une antichambre de la question du droit. C'est du droit. N'est-ce pas? Mais pour dire que je ne pense pas que la question soit alignée au même palier. Voilà, au même palier, parce que souvent, il y a des vérités qui mentent. Parce que le problème... Ah, c'est joli ça. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'on doit faire pour que M. Tidiane Tam arrive à recouvrer totalement la question de la nationalité. Ici, est-ce qu'au moment où il se faisait inscrire sur la liste électorale, celui qui était récurrent ou bien qui allait le faire, en avait-il les possibilités de le faire? Jouissait-il de façon exclusive de la nationalité ivoirienne? La question est très simple. C'est non. Il avait la double nationalité. C'est la condition pour être inscrit. Donc, dès l'instant où il a la double nationalité, pendant que le principe de la double nationalité en Côte d'Ivoire, il y a des j'allais dire, c'est bien stratifié. Ce n'est pas de façon, parce que vous avez la nationalité d'un autre pays, que de facto, vous avez la double nationalité. Là, c'est faux. Et donc, le monsieur, en s'inscrivant sur la liste électorale en son temps, en 2022, il avait encore dans la poche droite la nationalité française. C'est de son propre chef, devant tout le monde, qu'il a allé relier à sa nationalité française. Et donc, les Ivoiriens ont saisi le tribunal, il a été déchu. Vous voulez qu'on organise la RLE pour lui permettre d'être sur la liste électorale. Mais non, on l'a dit clairement, il y a un agenda à respecter. C'est quand nous sommes, il y a seulement 4 jours où la liste définitive le listing électoral a été, qu'on appelle, publié. Le 4 juin. Bon, le processus lui-même, il a commencé il y a combien de temps? Oui, bien sûr. Donc, si on commence une RLE maintenant, mais c'est sûr que, de façon constitutionnelle, on ne pourra pas tenir à date. Merci, Éric Bayala. Et puis, à côté de cela, tous les différents... Même si on commence, il n'a même pas de certificat national. Merci. Allez-y, 30 secondes. On arrête un peu avec cette histoire. Non, 30 secondes, comme il m'a pris comme référence, sur la question de la RLE, la chère amie, 2020, bas en brèche, c'est ce que vous venez de dire. 2015, bas en brèche. C'était en juin qu'on a fait la dernière RLE pour une élection d'octobre. Donc, en fait, soyons cohérents. Il y a la jurisprudence. On l'a déjà fait. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas le faire? Et puis en plus, on a décaissé de l'argent. Notre argent, on a mis à la disposition de la CEI près de 27 milliards pour ça. Il a mis ça dans le budget. Donc, vraiment, il y a des taux mérites contre le président de la CEI. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Merci, Gaël Lapa. Tu passes. Bien. Alors, une question pour vous. Finalement, est-ce que les rues sont les seuls espaces d'expression désormais pour l'opposition ivoirienne? Non. Il y a plusieurs... C'est le constat. Non, des meetings, des manifestations dans les rues. Si vous voulez, dans le fonctionnement des organisations, tout va crescendo. D'abord, ils font des communiqués, des conférences de presse et tout. C'est quand on finit tout ça qu'effectivement, on se retrouve à la rue. De la rue, on se retrouve sur la chaise pour la discussion. Très souvent, c'est comme ça. Michel Betta. Non, mais la rue, moi je pense qu'il faut voir la rue comme l'excès, c'est-à-dire que l'opposition arrivait à un niveau où il a excédé. Il a excédé en ce sens qu'il a d'abord adressé des courriers au pouvoir sans réponse. Au moins, même si on lui avait répondu, sans réponse. Il a adressé des conférences de presse pour prendre l'opinion à témoin. Il n'y a jamais eu de réponse, d'appel même à un début de dialogue. Il a fait des meetings pour dénoncer ce qu'il considère comme une violation flagrante de ses droits. Il n'y a pas eu d'action de la part des autorités. Aujourd'hui, la marche, moi je dis, il faut éviter même que la marche même se tienne. Hein? Il faut arriver à des négociations. Parce que, n'oublions pas... Mais éviter la marche. Non, quand je dis éviter, on aurait pu anticiper en discutant, en allant écouter la marche. Je n'ai pas dit... Moi, il y a bien envie de voir la marche. Vous conseillez donc au PDC RDA de suspendre cette marche? C'est pas d'excéder. Les partis de l'opposition sont excédés. Je l'ai dit tantôt, et je pense que c'est sur ce plateau. J'ai dit, aujourd'hui, l'opposition doit monter une démarche très démocratique qu'il faut la saluer. Parce que c'était pas comme ça en son temps, quand ceux qui étaient au pouvoir, c'était dans l'opposition. Ils menaçaient le pouvoir. Il faut les rappeler ces propos dangereux qui ont été tenus par le président actuel quand il était dans l'opposition. Qui continue toujours avec certains leaders politiques. Non, ça ne ressemble même pas, ce n'est même pas identique. Il ne faut même pas comparer les propos du président Ouattara quand il était dans l'opposition. Non, ce n'est pas une comparaison. C'est pas une comparaison. Parce que on va défendre. Il y a une
certaine crispation du climat sociopolitique ivoirien avec les discours de part et d'autre pouvoir opposition. Non, je dis que l'opposition aujourd'hui, dans sa démarche, se montre plus respectueuse du pouvoir en place. Bien. Ce n'était pas le cas auparavant. Quand on dit à un pouvoir, je vais frapper ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera. Tu penses que ça, là, on peut le dire aujourd'hui? Quelqu'un veut défendre ses droits, c'est normal qu'il dise je vais me retrouver dans la rue pour défendre mes droits. Bien. On termine avec vous, docteur Eric Bayala, en 30 secondes chacun, sur le ton des discours politiques ces derniers mois, sinon ces derniers jours en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle. Ah non, les tons, comme vous avez dit, les tons, ils sont très inquiétants. Et ça avait déjà commencé. J'avais fait même une sortie chez vous, certains de vos confrères, lorsque le ministre Seredo avait commencé à rappeler les questions de nationalité parlant de M. Tidjane. C'est pas bon, c'est pas des bons exemples. La question de la nationalité nous a trop divisés. Moi, je pense, et j'ai écrit mon dernier livre, c'est quoi un président de la République? C'est pas une question de nationalité, c'est une question d'amour pour son pays. Et je pense qu'il faut qu'on évolue. Et donc, le fait que le ministre l'ait rappelé la fois dernière, c'était pas bon, et ouais, que ça a fait un peu remuer les vagues. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire en ajoutant à ce que mon copanéliste vient de dire, c'est que les marches ont aussi une fonction de mettre la pression. N'oubliez pas que M. Tidjane Thiam est allé à l'ONU, hein. Il est allé saisir le Conseil national des droits de l'homme depuis les Nations Unies pour dire que ce n'est pas seulement les marches. Pendant qu'on fait la marche, il y a des actions qui sont en cours aussi. Mais la finalité de la marche, c'est là où je vais terminer. Pourquoi on marche? Monsieur le Président, on veut qu'il y ait un dialogue. Parlez-vous, et puis nous, on va dormir tranquille. C'est tout ce qu'on veut vous demander. Moi, je suis venu m'asseoir ici, là. C'est pour terminer par ça. Et j'ai dit. Bien, Eric Bayala. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être... 30 secondes aussi. Oui, merci bien. Et comme je l'ai dit, hein, peut-être que c'est la Providence qui voudrait qu'à chaque fois que le docteur finit, c'est à moi de rebondir. Là, il a remis un peu en lumière les propos du ministre Seredo, pour lesquels il n'a pas été d'accord, mais en tout cas, pour une question de parallélisme et de intellectuelle, il était d'accord également quand on parle de ce que M. Seredo a dit, et qu'on ne refait même pas ce que M. Laurent Gbagbo a dit il y a seulement quelques jours. Il dit les propos ne rassurent pas. Non, de façon nominative. Si vous avez dit Seredo, il aurait fallu pour vous, par une intellectuelle, dire je ne suis pas d'accord également avec les propos de M. Laurent Gbagbo, qui dit que quand on vient chez moi, me trouver chez moi en Côte d'Ivoire et qu'on veut me pétiner, qui viennent donc d'ailleurs. Pendant que vous dites que la question de la nationalité n'est pas convoquée lorsqu'on parle de compétences de diriger la Côte d'Ivoire. Non, c'était justement une question qu'on appelle hétéronégative. Finalement, tu l'as donc, pour revenir rapidement... Non, c'est terminé, malheureusement. Gaël Akpa, je vous accorde 20 secondes pour terminer. Bon, moi, je vais juste dire que la marche, pour revenir sur ce que Beta disait, il ne faudrait pas qu'on ait à l'esprit qu'une marche, c'est un mauvais truc. Du genre, il y aura c'est comme si c'était la guerre. Non. Une marche de 5 000 personnes, 10 000 personnes, bien encadrées, ça son pesant d'or. C'est ça la démocratie. Quand on verra ça en Côte d'Ivoire ici, on saura que nous sommes passés à un autre niveau. Donc, effectivement, à la fin de cette marche, on pourra savoir quelle est la force même du PDCI et de l'opposition. Maintenant, c'est devant cette force-là. Merci, Gaël. C'est devant cette force-là que sur le Merci bien. dialogue, Place maintenant au carton. Si vous avez échoué, vous aurez échoué. Voilà le premier carton rouge de cette émission. On voit qu'il est prêt, Michel Beta. Carton rouge. Carton rouge, particulièrement au ministre d'État Adjumani, porte-parole du RADP, dont les propos méprisants vis-à-vis du président Laurent Gbagbo ont été tenus ce jour lors d'une conférence de presse. Et je pense que ce n'est pas de nature à raffermir le jeu politique, à rendre le jeu politique plus calme, plus serein. C'est de nature même à envenimer la situation politique. Gaël Akpa, carton rouge. Carton rouge encore, ce n'est pas la première fois que je fais ce carton rouge-là contre les violences, les menaces, incitation à la violence, intimidation sur les réseaux sociaux. Les gens sont très violents et sauvages sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, c'est ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Vraiment, carton rouge encore. Que chacun mette un peu d'eau dans son vin ou bien dans son nyamakoudji. Et puis, la paix en Côte d'Ivoire, c'est au bénéfice de tous les Ivoiriens. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Ah oui, mon carton rouge, c'est à l'endroit de tous les hommes politiques. C'est vrai, le landerneau politique est bouillonnant, mais que ce soit les partis politiques de l'opposition ou de celui au pouvoir, chacun se bat pour le mieux-être des Ivoiriens. Il faut que cette maxime-là puisse guider les actions des uns et des autres, et que les gens travaillent à la culture de la paix.
C'est vrai, on peut être dit des choses, pas dans la virulence, mais avec le temps, comme l'a dit quelqu'un dans ce pays, et avec la manière qu'il va. Je pense que ce sont des passes d'armes. Quand on a, M. Laurent Gbagbo disait qu'il ne connaît pas de boxeur qui reçoit de coups sans en donner. Parce que lui, il a suffisamment encaissé et il s'est en donné. Donc, M. Beta, ne soyez pas frustré. Si des gens ont reçu des coups, il faut qu'ils en donnent aussi. Bien, docteur Bogasako, carton rouge. Oui, mon carton rouge, c'est un peu à l'encontre du gouvernement, spécifiquement de la justice ivoirienne. Il s'est passé un fait il y a une semaine, il y a juste quelques jours à Bouaké, où je suis enseignant-chercheur. Donc, dans la prison de Bouaké, il y a nos forces de l'ordre qui sont allées, pour, dit-elle, aller chercher les armes des prisonniers, les armes blanches, etc. Il y a eu entre 5 et 6 morts. Le procureur a sorti un communiqué. Aucune compassion, aucun mot de regret. Il a juste justifié que ce sont des bandits, ils sont armés, donc on les a tués. En tant que défenseur des droits de l'homme, je le condamne et je le déplore. J'estime que nous sommes dans une république, nos vies valent. Un prisonnier, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et j'ai dit. Merci. Place maintenant aux chiffres du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec l'actualité nationale et internationale. Et dans cette émission, le chiffre du jour, c'est 3000. Le projet de renforcement du système éducatif de base PRSEB enregistre des progrès significatifs se rapprochant de son objectif d'offrir une école de qualité et inclusive à tous les enfants de Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 3000 salles de classe sont en construction dans le cadre du dit projet sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative permet de réduire le nombre d'élèves par classe et d'offrir des environnements d'apprentissage plus adéquats et sécurisés. Michel Beta, réaction sur ces chiffres? Vous savez, on ne le dira jamais assez. Pour moi, comme dirait quelqu'un, l'éducation, c'est la clé de tout ce qui peut être développement. Donc, tout ce qui se fait pour l'éducation est à saluer. Et encore, non seulement saluer, mais demander que ça se fasse mieux et très vite. On le dit, quand un enfant sort de l'école au niveau du primaire, c'est un enfant qui est condamné à la pauvreté. Donc, pour ne pas condamner nos populations à la pauvreté, améliorons notre système éducatif par des classes comme on le fait et allons plus vite pour le mieux-être de notre société. Bien. Gaël Akpa? Bien, ben, c'est une initiative à saluer. On voit que le gouvernement investit dans le long terme. J'ai vu que ce problème-là, il se pose depuis des années. Quand on parle des salles de classe pléthoriques où souvent l'effectif arrive même à 100 élèves, ça facilite pas le travail aux enseignants. Mais à côté de cela, je veux qu'on mise aussi dans la formation de plus d'enseignants et qu'on veille à l'amélioration de leurs conditions de vie. On a vu ici que pour une affaire de conditions de vie, ils étaient en syndicat, essayaient de mener une grève, on a entendu parler d'arrestation et tout ça. Il faut veiller à l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et puis, il faut veiller aussi à l'équité entre les zones. Parce que vous savez que les zones rurales et puis les zones urbaines, dans l'éducation, il y a certaines disparités. Donc, il faut pouvoir aussi régler cela et puis ça sera au bénéfice de tous les Ivoiriens. Bien, Eric Bayala? Bon, je pense que c'est vraiment à saluer 3 nouvelles salles de classe en construction. 3000. 3000, pardon. Ah voilà, vous ne croyez pas si bien dit, cher frère Beta Michel. Et je pense que c'est le docteur qui va s'estimer heureux parce qu'il a dit le droit à l'éducation fait partie des droits fondamentaux qui ont été prononcés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais justement, vous comprendrez que le gouvernement du président Alassane Ouattara se bat, non pas dans la rue, mais se bat pour offrir une éducation, se bat pour construire des écoles, se bat pour construire des routes, se bat pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que c'est cette bataille-là pour laquelle les Ivoiriens l'ont élu à la tête de ce pays, eux non pour donner rendez-vous dans la rue pour que les Ivoiriens s'entretuent entre eux. Eric, on passe dans les rues pour terminer les réactions sur ces chiffres, 3000 salles de classe. Non, mais c'est bien qu'on termine cette émission sur une note de gaieté quand même. Oui, on ne peut pas être rabat-joie. Il faut saluer cela. Il faut saluer. Quand c'est bon, on ne peut pas dire que c'est pas bon. Et puis, c'est vrai, je suis d'accord aussi avec mon jeune frère quand il a dit qu'en même temps qu'on améliore les salles de classe, les infrastructures, il faut améliorer aussi la vie des enseignants. Parce que ce sont eux qui donnent le savoir. Donc, le cadre peut être bon, mais il faut que les enseignants soient motivés. Cher frère, quand c'est bon, là, on va dire que c'est bon. Mais la rue, là,
ça participe aussi. C'est bon. Mais on passe dans les rues, voilà. C'est bon. Bien, merci pour cette belle image qui montre que malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, nous restons tous des Ivoiriens. Merci à vous, Dr Bogassako, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau pour d'autres débats. Bien sûr. Merci à vous, Eric Bayala. Merci, Gaël Lakba et Michel Beta. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de votre fidélité ce soir. L'actualité nous a rappelé combien les équilibres sont fragiles à l'approche des échéances électorales. Portez-vous bien et faites très attention, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Voilà, le débat se poursuit. Michel Beta, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Alors, initialement prévu ce mercredi, la marche du PDCI RDA de soutien à la candidature de Tidjane Thiam, radié de la liste électorale, a été reportée au samedi 14 juin prochain. Une décision stratégique selon la direction du parti qui appelle ses militants à rester mobilisés. Reportage. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, a annoncé ce mardi 10 juin 2025 le report de la marche initialement prévue ce mercredi. Cette manifestation visait à soutenir la candidature de Tidjane Thiam et à protester contre sa radiation de la liste électorale. Une nouvelle date a été communiquée par la direction du parti. À la suite de nos entretiens avec l'autorité préfectorale du département d'Abidjan, ce mardi 10 juin 2025, la grande marche de soutien à la candidature du président Tidjane Thiam et de protestation contre sa radiation de la liste électorale est reportée au samedi 14 juin 2025 à 8 heures, suivant le même itinéraire qui part de l'espace Sokosé aux deux plateaux dans la commune de Cocody au siège central de la commission électorale indépendante. La direction du PDCI appelle militants et militantes et sympathisants à demeurer mobilisés. Elle invite également à une forte participation à la manifestation une fois la nouvelle date confirmée. La haute direction du PDCI RDA invite les militants et sympathisants à demeurer mobilisés et à participer massivement à cette marche en vue d'obtenir des conditions favorables à des élections inclusives, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. Pour le PDCI RDA, cette mobilisation dépasse le simple cadre d'une marche. Elle est présentée comme un acte de résistance face à ce que le parti perçoit comme une tentative d'éviction de l'un de ses principaux dirigeants. Bien, question à Michel Beta. Que symbolise cette mobilisation autour de la radiation de Tidjane Thiam? Non, elle n'a pas d'autre sens que de montrer que le PDCI, plus que jamais, aspire à diriger ce pays-là, reprendre les rênes du pouvoir et puis conduire la Côte d'Ivoire à cette trame glorieuse qu'on a reconnue du temps du régime PDCI. Mais il faut le dire, cette marche-là aussi est le symbole de la détermination des militants du PDCI parce que lorsque a été sortie la liste électorale, le 4 juin dernier, le 5 déjà, le secrétaire exécutif du PDCI a fait une déclaration dans laquelle il a appelé les militants à rester mobilisés et à être prêts à occuper la rue. Et voilà, ce test d'occupation de la rue-là se décidera certainement le 14 juin prochain, samedi précisément. Et voyez-vous, cette marche-là, ça montre un peu une certaine rupture dans la démarche politique du président Tidjane Thiam qui a décidé de donner au PDCI une capacité de conquérant. On avait pourtant longtemps dit que le PDCI est un parti de bourgeois, de salon, de vieux, mais cette fois-ci, le PDCI veut montrer qu'il est un parti de la rue aussi, qui peut prendre la rue pour revendiquer certaines aspirations légitimes, démocratiquement, et exprimer dans un pays où souvent les droits des militants de l'opposition sont souvent bafoués, tétanisés même, disons. Tétanisé parce que jusqu'ici, depuis que le président Ouattara a pris les rênes du pouvoir, on voit les marches sont souvent blâmées, interdites et ostraciées. Donc, cette fois-ci, le PDCI veut démontrer que trop c'est trop, ça suffit. Bien. Professeur, que révèle cette situation sur le climat préélectoral en Côte d'Ivoire?
D'abord, pour les universitaires, je suis fier quand on dit professeur, mais comme chez nous, là, il y a tellement de grades, il faut dire docteur. Parce que j'ai même mes étudiants qui sont passés professeurs. Et j'en suis fier, mais je ne suis pas professeur. La marche que j'ai vue là, ce que je vois, ça me réjouit. D'ailleurs, je tenais à préciser que c'est parce que c'est à Abidjan qu'on en parle. Sinon, à Daougro, j'ai vu une grande marche qui a eu lieu à Daougro récemment. En fait, c'est tout ce que nous demandons au président Ouattara. Permettre aux libertés de s'exprimer. En Europe, là, vous savez, quand les gens ne sont pas contents, et puis ils marchent, ils s'expriment, là, ils se libèrent. Ils crient, ils parlent, le lendemain, le pays est tranquille. Mais quand vous interdisez, alors que dans notre régime, ce n'est pas l'obligation d'autorisation. Non. On a copié sur la France. C'est juste l'information. Moi, je viens de 10 ans d'exil. Aujourd'hui, la CPI sort une décision. Le lendemain, on est dans la rue. Parce qu'on informe juste le préfet. Donc ici, cher ami, cher Sidik, moi, je suis heureux qu'ils se sont entendus pour que ce soit samedi. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne voudrait pas, par exemple, qu'un jour ouvrable, un jour ouvré, qu'il y ait du grabuge. Parce qu'on peut initier une marche dite pacifique, mais il peut y avoir des imprévus. Donc moi, je salue cela, que les autorités aient permis, aient accepté que la marche ait lieu sans qu'il y ait de débat là-dessus, parce que c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, article 20 de la loi fondamentale, et de deux, que les gens du PDCI aussi aient accepté les propositions de l'État. C'est ce qu'on appelle dialoguer. C'est ce que nous demandons au président, dialoguer. Quand vous dialoguez là, vous trouvez une solution, nous tous on est tranquilles. Donc, cher Sidik, ce que je peux dire, c'est de saluer le dynamisme démocratique qui se met en marche. Ce n'est pas la première marche. Depuis que le PDCI a vu le nom de son leader a dit, il y a eu plusieurs marches. Mais comme c'est à l'intérieur, on n'en a pas fait beaucoup de vagues. Et donc, celle-là, elle va avoir lieu. Pour terminer et chuter, en Europe, quand on fait les marches là, les gens voient votre capacité de mobilisation. C'est par là qu'on jauge. Vous dites, ah, mais cette affaire-là, ça intéresse beaucoup les gens et ça attire l'attention. Et la communauté internationale qui est très préoccupée, parce que nous la sollicitons beaucoup. Nous, on a saisi le secrétaire général des Nations Unies, on a saisi l'Union européenne. D'ailleurs, je vous informe que l'Union européenne nous a donné rendez-vous le lundi prochain. Vous parlez de la FIDOP? Oui, la FIDOP et la PEXI. Puisque nous sommes deux coalitions, eux, ils ont une coalition, moi, nous, on a une organisation qui travaille, on suit le processus électoral. Tout à l'heure, mon copanéliste à droite me disait un peu, on suit ça de bout en bout. Parce que cette fois-ci-là, il faut que les Ivoiriens se disent, ce n'est pas une affaire des politiques. Quand vous dites que c'est une affaire des politiques, là, mais c'est comme si vous avez abandonné votre pays, vos droits aux politiques. Ça vous concerne. Cher ami Sidik, ce que vous faites dans cette émission-là, vous participez aussi à ce qu'il y ait une élection pacifique et que vous puissiez continuer de faire des émissions. Vous avez compris. Bien, merci. Eric Baya, la réaction là-dessus? Oui, moi je pense que effectivement les marches, les meetings, comme nous en voyons aussi souvent ces temps-ci, ce n'est rien d'autre que l'expression de la démocratie. Et donc personne ne peut dire ici qu'à cet instant précis ou à ce moment-là, que les libertés sont bâillonnées et que la liberté d'expression est mise sur le boiseau. Bien au contraire, c'est une belle expérience que nous vivons. Mais là où je m'avais interrogé, c'est que tout dernièrement à Yopougon, par exemple, on a vu avec la CAPSI, dont fait partie le PDCI et les autres organisations, ont mené une action au nom de ce qu'ils pourraient appeler une situation dans laquelle certains leaders étaient victimes d'ostracisme en ne soyant pas sur la liste électorale. Et donc, je pense qu'ils ont même porté le message du président Thiam par visioconférence. Certains leaders sont intervenus. On a dit que la CAPSI, désormais, défendait la cause d'ensemble. Mais voilà que, de façon particulière, et j'allais même dire singulière, le PDCI sort donc de la CAPSI pour venir organiser une cérémonie, c'est-à-dire exclusivement réservée pour le cas de son candidat. Et donc, vous voyez que quand on est en face de cette qu'on appelle, opposition, qui n'est pas capable de s'assumer, qui n'est pas capable de fédérer les énergies pour lesquelles ils sont convoqués eux-mêmes pour porter d'une même voix une cause, mais il y a à désespérer. Bon, quand vous voyez l'espace de Sokosé, pour le grand PDCI dont on parle, l'espace de Sokosé, c'est pratiquement une chambre-salon où on invite tous les militants du PDCI pour y aller. Non, c'est d'abord un rassemblement dans un lieu. Bien. Voilà. C'est à partir du lieu que on va prendre maintenant le boulevard. Mais on dit espace Sokosé. Bon, écoutez, c'est un espace où de temps en temps, des manifestations de marques de boissons se retrouvent.
Ça, là, quand le PDCI va amener l'ensemble de ses militants. Je pense que... Alors, est-ce que selon votre lecture, cette démarche peut inverser la tendance autour du débat sur la radiation? Mais moi, cette actualité-là vient comme une bouffée d'air, parce qu'on sait que le week-end dernier, on a vu le discours du président Gbagbo à Port-Boué. On a vu aussi certains communiqués du PDCI qui annonçaient, qui maintenaient ses militants à être prêts pour la mobilisation. On parle ces temps-ci de rue, le PPACI parle de rue, le PDCI parle de rue, le RHDP aussi parle de rue. Finalement, on dirait que tout le monde se donne rendez-vous dans la rue et ça fait peur aux Ivoiriens. Je ne me souviens pas avoir vu un communiqué du RHDP. Eric, on ne va pas rentrer. Quand les différents leaders s'expriment, tout le monde parle de rue aujourd'hui. Que ce soit que ce soit. Voilà, tout le monde parle de la rue. Donc, ce n'est pas une affaire de communiquer. Ça, c'est pas... Attends, je vais... Donc, on est dans quel contexte? Dans un contexte vraiment sensible où tout le monde est déjà presque dans une certaine psychose. Donc, quand le PDCI dit qu'il va faire une marche le 11 et que les responsables vont rencontrer les autorités et puis on décale à 3 jours, donc le 14, je pense que c'est un bon signe. C'est un bon signe d'organisation. Ça montre que le PDCI est un parti qui est ouvert à la discussion. Il y a le dialogue et puis il y a la négociation. C'est par la négociation qu'ils ont pu tomber d'accord. Et puis vous savez aussi les autorités, pour une telle marche, moi je pense que c'est une marche qui va mobiliser plusieurs personnes. On peut aller à 5 000 personnes, on peut aller à 10 000. Voyez-vous un test de popularité pour Tidjane Thiam? Oui, c'est un test. Mais effectivement, au-delà même du test aussi, il y a le test aussi au niveau des autorités. Parce que les autorités policières doivent encadrer la marche, doivent pouvoir suivre tout ça. Donc, on ne se lève pas comme ça en un jour pour le faire. Et ces 3 jours-là aussi permettront au PDCI d'encore plus faire passer leur message, de mieux s'organiser pour que les choses se passent bien. Donc, stratégiquement, le PDCI gagne, les autorités aussi gagnent. C'est au bon plaisir des populations qui ne veulent pas de troubles. Bien, Michel Betta, l'itinéraire choisi traduit aussi un message. Oui, il s'agit de rappeler à la CEI qui a été celle qui a publié la liste électorale que la radiation de Tidjane Thiam est difficilement, mais inacceptable par les militants du PDCI qui ont appelé aussi, il ne faut pas oublier, tous les Ivoiriens soucieux de défendre le droit des populations, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté aussi de vote, de rejoindre le PDCI. Donc, je pense que même si le PDCI ne dit pas que la marche appartient aux autres partis de la CAPSI, il a fait une ouverture pour que ceux-ci aussi se joignent à eux. Donc, tout cela mis ensemble montre qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition sont dans une autre dynamique. On a entendu Laurent Gbagbo qui a promis aussi prendre la rue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient au pouvoir en place. C'est vrai que la rue, c'est pas synonyme de désordre, c'est pas synonyme de tout ce qu'on peut imaginer, mais ça doit interpeller le pouvoir en place pour mettre très rapidement, ouvrir la voie aux discussions, au dialogue, pour qu'on arrive à un processus consensuel. Est-ce qu'il faut craindre des débordements? Non, les débordements ne vont pas venir de l'opposition, mais il faut craindre que le pouvoir... C'est l'opposition qui sera dans les rues. Oui, mais ça ne peut pas venir de l'opposition, puisque l'opposition, l'itinéraire est tracé. C'est le pouvoir qui pourra peut-être vouloir empêcher certains manifestants de rejoindre le lieu de la manifestation. S'il estime que le nombre est assez suffisamment impressionnant, il peut chercher à empêcher, comme on le voit souvent dans certaines manifestations, même ceux qui viennent, parce que d'aucuns viennent de l'intérieur, avec des cars. Donc souvent, on peut les empêcher même d'avoir accès à Abidjan par l'autoroute. Et tout cela, ça entraîne déjà, ça surchauffe l'atmosphère autour des manifestations et ça peut dégénérer en tout ce qu'on peut craindre. Donc, je pense que s'il appartient au pouvoir en place de permettre la meilleure circulation de ceux qui vont venir de l'intérieur, afin qu'ils puissent rejoindre le lieu de la manifestation et ensemble encadrer cette manifestation qui se veut être l'expression de la démocratie au sein de ce parti-là et au sein de l'opposition. C'est une manifestation pacifique. C'est cela même. Bien. Docteur, êtes-vous du même avis que ceux qui estiment que la radiation de Tidjane Thiam est une menace à la stabilité électorale et même celle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Oui, mais avant d'en arriver à cette question, je voudrais dire à mon frère que oui, c'est la responsabilité des autorités policières, des gendarmeries et tout ça d'encadrer, mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui organisent eux-mêmes.
Je me rappelle très bien quand il y a des manifestations de masse, les organisateurs eux-mêmes ont en leur sein leur propre comité de sécurité. Parce que ne l'oubliez pas, c'est nous tous là qui disons que en Côte d'Ivoire, depuis cet temps, on ne marche pas. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Je rappelle, le 13 septembre 2024, des amis de la société civile ont voulu marcher contre la vie chère. Ils ont été arrêtés, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. C'est récemment qu'ils sont sortis. Ils ont fait 4 mois, 6 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un test pour les autorités policières, mais c'est aussi un test pour l'opposition. Si la marche est réussie, elle est sans casse, elle est tranquille, mais vous allez voir que ça va encourager l'État, les autorités à permettre d'autres marches. Mais si ce test-là, il se passe mal, et qu'on arrivait... Ce que vous dites, je ne le jette pas, hein, on a des cas où il y a des infiltrations et tout ça. Mais c'est votre propre sécurité aussi qui peut faire un rapport. Vous dites que notre marche a été infiltrée, nous avons arrêté tel monsieur, nous avons fait ci. Enfin, je le dis parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, autant je critique le pouvoir, autant je préviens aussi, je donne des conseils à l'opposition pour que la démocratie que nous voulons là, elle s'exprime. Moi, je voudrais qu'il y ait davantage de marches jusqu'aux élections. C'est notre droit de marcher. J'ai dit article 20 de la déclaration. Et c'est le même article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui se trouve dans notre Constitution. Maintenant, vous parlez de la radiation de M. Tidiane. Vous savez, très souvent, ce sont j'ai dit, un état de droit, le socle, c'est la justice. Si la justice ne nous protège pas, on est mal barré. Vous savez que la juge qui a rendu la décision de radiation, elle-même, elle n'avait pas compétence pour le faire. Parce que c'est une question pour la nationalité qu'elle a été convoquée. Or, la question de la nationalité ne se juge pas par un juge comme elle. C'est une question, à la limite civile, où il y a un juge qui a commis pour ça, mais ce n'était pas de son ressort. Vous voyez? Et ça, le mal a été fait. Et le monsieur a été radié. Vous savez, quand on regarde notre pays à l'extérieur, c'est la même, ça me rappelle exactement lorsque M. Ouattara était arrivé. On pensait que c'était une affaire entre nous ici, mais il venait de l'international. Il venait du FMI. Le monde entier nous regardait. C'est la même chose qui se joue aujourd'hui, où tous les braquages, jusqu'en France, des spécialistes du droit, parce que nous tous, c'est vrai on peut être juriste, on peut être défenseur des droits de l'homme, mais quand même, ceux qui nous ont formés sur les questions même de la langue, etc., ils sont quand même là-bas. Des experts, ils vont commencer à analyser ou décortiquer. Bref, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà parlé de la rédaction de M. Soro et de M. Gbagbo, mais celle de Tidiane Thiam aussi est problématique. Pourquoi je dis cela? On sent le politique. Bon, le monsieur, il a rendu sa décision de dire qu'il n'est plus français. D'abord, quand la France accepte qu'il n'est plus français, ça veut dire qu'elle est sûre que c'est parce qu'il est ivoirien. Parce que la France, la plupart de nos États ont signé un traité international contre l'apatridie. C'est-à-dire que si tu ne veux plus être français, est-ce que je suis sûr que tu es au moins ivoirien? En ce moment, je dis OK. Ils ont dit OK. Mais s'ils ont dit OK, une juge ne peut pas lui refuser cette nationalité. Puisqu'il est sauf action, immédiatement il est français, il est ivoirien. Elle a refusé. Deuxièmement, pourquoi on ne peut pas nous donner une RLE? Parce que si vous faites une RLE, la révision de la liste électorale, mais comme il est devenu ivoirien là, il rentre sur la liste électorale. C'est tout ça là que nous on analyse pour dire il y a anguille sous roche. Et que l'élection là, elle n'est pas inclusive. Pour chuter, moi je voudrais que le président Ouattara regarde. Et que cette élection là, qu'on aille à la fête, et que tous les candidats là, ils se présentent. Le RHDP est fort, non? Il va les écraser. Et j'ai pensé, hein. Bien. Éric Bayala. Oui, mais en fait, je pense que sur la question comment on appelle ça, de M. Tidiane Thiam, je parle là sur le contrôle de celui qui a appris le droit. Et moi, franchement, le droit de l'homme, mais qui est une antichambre de la question du droit. C'est du droit. N'est-ce pas? Mais pour dire que je ne pense pas que la question soit alignée au même palier. Voilà, au même palier, parce que souvent, il y a des vérités qui mentent. Parce que le problème... Ah, c'est joli, ça. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'on doit faire pour que M. Tidiane Thiam arrive à recouvrir totalement la question de la nationalité. Ici, est-ce qu'au moment où il se faisait inscrire sur la liste électorale, celui qui était récurrent ou bien qui allait le faire, en avait-il les possibilités de le faire? Jouissait-il de façon exclusive de la nationalité ivoirienne? C'est la condition pour être inscrit. C'est non. C'est la condition pour être inscrit. Il avait la double nationalité. C'est la condition pour être inscrit. Donc, dès l'instant où il a la double nationalité, pendant que le principe de la double nationalité en Côte d'Ivoire, il y a des strates, j'allais dire, c'est bien stratifié,
ce n'est pas de façon, parce que vous avez la nationalité d'un autre pays, que de facto, vous avez la double nationalité. Là, c'est faux. Et donc, le monsieur, en s'inscrivant sur la liste électorale en son temps, en 2022, il avait encore dans la poche droite la nationalité française. C'est de son propre chef, devant tout le monde, qu'il a allé relier à sa nationalité française. Et donc, les Ivoiriens ont saisi le tribunal, il a été déchu. Vous voulez qu'on organise la RLE pour lui permettre d'être sur la liste électorale. Mais non, on l'a dit clairement, il y a un agenda à respecter. C'est quand nous sommes, il y a seulement 4 jours où la liste définitive de listing électoral a été, qu'on appelle, publiée. Le 4 juin. Bon, le processus lui-même, il a commencé il y a combien de temps? Oui, bien sûr. Donc, si on commence une RLE maintenant, mais c'est sûr que de façon constitutionnelle, on ne pourra pas tenir à date. Merci Eric Bayala. Et puis, à côté de cela, tous les différents... Même si on commence, il n'a même pas de certificat national. Merci. Allez-y, 30 secondes. On arrête un peu avec cette histoire. Non, 30 secondes, comme il m'a pris comme référence, sur la question de la RLE, cher ami, 2020, bas en brèche, c'est ce que vous venez de dire. 2015, bas en brèche. C'était en juin qu'on a fait la dernière RLE pour une élection d'octobre. Donc, en fait, soyons cohérents. Il y a la jurisprudence. On l'a déjà fait. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas le faire? Et puis en plus, on a décaissé de l'argent. Notre argent, on a mis à la disposition de la CEI près de 27 milliards pour ça. Il a mis ça dans le budget. Donc, vraiment, il y a des taux mérites contre le président de la CEI. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Merci, Gaël Lakpa. Tu passes. Bien. Alors, une question pour vous. Finalement, est-ce que les rues sont les seuls espaces d'expression désormais pour l'opposition ivoirienne? Non. Il y a plusieurs... C'est le constat. Non, des meetings, des manifestations dans les rues. Si vous voulez, dans le fonctionnement des organisations, tout va crescendo. D'abord, ils font des communiqués, des conférences de presse et tout. C'est quand on finit tout ça qu'effectivement, on se retrouve à la rue. De la rue, on se retrouve sur la chaise pour la discussion. Très souvent, c'est comme ça. Michel Betta. Non, mais la rue, moi, je pense qu'il faut voir la rue comme l'excès. C'est-à-dire que l'opposition arrivait à un niveau où il est excédé. Il est excédé en ce sens qu'il a d'abord adressé des courriers au pouvoir sans réponse. Au moins, même si on lui avait répondu, sans réponse. Il a adressé des conférences de presse pour prendre l'opinion à témoin. Il n'y a jamais eu de réponse, d'appel même à un début de dialogue. Il a fait des meetings pour dénoncer ce qu'il considère comme une violation flagrante de ses droits. Il n'y a pas eu d'action de la part des autorités. Aujourd'hui, la marche, moi je dis, il faut éviter même que la marche même se tienne. Hein? Il faut arriver à des négociations. Parce que, n'oublions pas... Mais éviter la marche. Non, quand je dis éviter, quand je veux dire éviter, on ne peut plus anticiper en discutant, en allant écouter la marche. Je n'ai pas dit... Moi, il y a bien envie de voir la marche. Vous conseillez donc au PDC-RDA de suspendre cette marche? J'ai parlé d'excéder. Les partis de l'opposition sont excédés. Je l'ai dit tantôt, et je pense que c'est sur ce plateau. J'ai dit, aujourd'hui, l'opposition doit monter une démarche très démocratique qu'il faut la saluer. Parce que c'était pas comme ça en son temps, quand ceux qui étaient au pouvoir, c'était dans l'opposition. Ils menaçaient le pouvoir. Il faut les rappeler ces propos dangereux qui ont été tenus par le président actuel quand il était dans l'opposition. Qui continue toujours avec certains leaders politiques. Non, ça ne ressemble même pas, ce n'est même pas identique. Il ne faut même pas comparer les propos du président Ouattara quand il était dans l'opposition. Non, ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas une comparaison. Parce qu'il y a une certaine crispation du climat sociopolitique ivoirien avec les discours de part et d'autre pouvoir-opposition. Non, je dis que l'opposition aujourd'hui, dans sa démarche, se montre plus respectueuse du pouvoir en place. Bien. Ce n'était pas le cas auparavant. Quand on dit à un pouvoir, je vais frapper ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera. Tu penses que ça, là, on peut le dire aujourd'hui? Quelqu'un veut défendre ses droits, c'est normal qu'il dise je vais me retrouver dans la rue pour défendre mes droits. Bien. On termine avec vous, docteur Eric Bayala, en 30 secondes chacun, sur le ton des discours politiques ces derniers mois, sinon ces derniers jours, en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle. Ah non, les tons, comme vous l'avez dit, les tons, ils sont très inquiétants. Et ça avait déjà commencé. J'avais fait même une sortie chez vous, certains de vos confrères, lorsque le ministre Seredo avait commencé à rappeler les questions de nationalité, parlant de M. Tiantia. C'est pas bon, c'est pas des bons exemples. La question de la nationalité nous a trop divisés. Moi, je pense, et j'ai écrit mon dernier livre, c'est quoi un président de la République? Ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'amour pour son pays. Et je pense qu'il faut qu'on évolue. Et donc, le fait que le ministre l'ait rappelé la fois dernière, c'était pas bon, et ouais, que ça a fait un peu remuer les vagues. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire en ajoutant à ce que mon copanéliste vient de dire, c'est que les marches ont aussi une fonction de mettre la pression.
N'oubliez pas que M. Tidiane Thiam est allé à l'ONU. Hein. Il est allé saisir le Conseil national des droits de l'homme depuis les Nations Unies pour dire que ce n'est pas seulement les marches. Pendant qu'on fait la marche, il y a des actions qui sont en cours aussi. Mais la finalité de la marche, c'est là où je vais terminer. Pourquoi on marche? Monsieur le Président, on veut qu'il y ait un dialogue. Parlez-vous, et puis nous, on va dormir tranquille. C'est tout ce qu'on veut vous demander. Moi, je suis venu m'asseoir ici, là. C'est pour terminer par ça. Et j'ai dit. Bien, Eric Bayala. Oui, en fait, je pense que c'est peut-être... 30 secondes aussi. Oui, merci bien. Et comme je l'ai dit, hein, peut-être que c'est la Providence qui voudrait qu'à chaque fois que le docteur finit, c'est à moi de rebondir. Là, il a remis un peu en lumière les propos du ministre Seredo, pour lesquels il n'a pas été d'accord, mais en tout cas, pour une question de parallélisme et de intellectuelle, il était d'accord également quand on parle de ce que M. Seredo a dit, et qu'on ne refait même pas ce que M. Laurent Gbagbo a dit il y a seulement quelques jours. Il dit les propos ne rassurent pas. Non, de façon nominative. Si vous avez dit Seredo, il aurait fallu pour vous, par une intellectuelle, dire je ne suis pas d'accord également avec les propos de M. Laurent Gbagbo, qui dit que quand on vient chez moi, me trouver chez moi en Côte d'Ivoire et qu'on veut me pétiner, qui vient donc d'ailleurs. Pendant que vous dites que la question de la nationalité n'est pas convoquée lorsqu'on parle de compétences pour diriger la Côte d'Ivoire. Non, c'était justement une question qu'on appelle interrogative. Mais finalement, tu l'as donc, pour revenir rapidement... Non, c'est terminé, malheureusement. Bien là, je vous accorde 20 secondes pour terminer. Bon, ben, moi, je vais juste dire que la marche, pour revenir sur ce que Beta disait, il ne faudrait pas qu'on ait à l'esprit qu'une marche, c'est un mauvais truc. Du genre, il y aura c'est comme si c'était la guerre. Non. Une marche de 5 000 personnes, 10 000 personnes, bien encadrées, ça a son pesant d'or. C'est ça la démocratie. Quand on verra ça en Côte d'Ivoire ici, on saura que nous sommes passés à un autre niveau. Donc, effectivement, à la fin de cette marche, on pourra savoir quelle est la force même du PDCI et de l'opposition. Maintenant, c'est devant cette force-là. Merci, Merci bien. Place maintenant au carton. Si vous avez échoué, vous aurez échoué. Voilà le premier carton rouge de cette émission. On voit qu'il est prêt, Michel Beta. Carton rouge. Carton rouge, particulièrement au ministre d'État Adjumani, porte-parole du RADP, dont les propos méprisants vis-à-vis du président Laurent Gbagbo ont été tenus ce jour lors d'une conférence de presse. Et je pense que ce n'est pas de nature à raffermir le jeu politique, à rendre le jeu politique plus calme, plus serein. C'est de nature même à envenimer la situation politique. Gaël Akpa, carton rouge. Carton rouge, encore, ce n'est pas la première fois que je fais ce carton rouge-là contre les violences, les menaces, incitation à la violence, intimidation sur les réseaux sociaux. Les gens sont très violents et sauvages sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, c'est ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Vraiment, carton rouge encore. Que chacun mette un peu d'eau dans son vin ou bien dans son nyamakoudji. Et puis, la paix en Côte d'Ivoire, c'est au bénéfice de tous les Ivoiriens. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Ah oui, mon carton rouge, c'est à l'endroit de tous les hommes politiques. C'est vrai, le landerneau politique est bouillonnant, mais que ce soit les partis politiques de l'opposition ou de celui au pouvoir, chacun se bat pour le mieux-être des Ivoiriens. Il faut que cette maxime-là puisse guider les actions des uns et des autres, et que les gens travaillent à la culture de la paix. C'est vrai, on peut dire des choses, pas dans la virulence, mais avec le ton, comme l'a dit quelqu'un dans ce pays, et avec la manière qu'il va. Je pense que ce sont des passes d'armes. Quand on a... M. Laurent Gbagbo disait qu'il ne connaît pas de boxeur qui reçoit de coups sans en donner. C'est-à-dire que lui, il a suffisamment encaissé et il s'est en donné. Donc, M. Beta, ne soyez pas frustré. Si des gens ont reçu des coups, il faut qu'ils en donnent aussi. Bien, docteur Bogasako, carton rouge. Oui, mon carton rouge, c'est un peu à l'encontre du gouvernement, spécifiquement de la justice ivoirienne. Il s'est passé un fait il y a une semaine, il y a juste quelques jours à Bouaké, où je suis enseignant-chercheur. Donc, dans la prison de Bouaké, il y a nos forces de l'ordre qui sont allées, pour, dit-elle, aller chercher les armes des prisonniers, les armes blanches, etc. Il y a eu 5 et 6 morts. Le procureur a sorti un communiqué. Aucune compassion, aucun mot de regret. Il a juste justifié que ce sont des bandits, ils sont armés, donc on les a tués. En tant que défenseur des droits de l'homme, je le condamne et je le déplore. J'estime que nous sommes dans une république, nos vies valent. Un prisonnier, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et j'ai dit. Merci. Place maintenant aux chiffres du jour.
Nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec l'actualité nationale et internationale. Et dans cette émission, le chiffre du jour, c'est 3000. Le projet de renforcement du système éducatif de base PRSEB enregistre des progrès significatifs se rapprochant de son objectif d'offrir une école de qualité et inclusive à tous les enfants de Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 3000 salles de classe sont en construction dans le cadre du dit projet sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative permet de réduire le nombre d'élèves par classe et d'offrir des environnements d'apprentissage plus adéquats et sécurisés. Michel Beta, réaction sur ces chiffres? Vous savez, on ne le dira jamais assez. Pour moi, comme dirait quelqu'un, l'éducation, c'est la clé de tout ce qui peut être développement. Donc, tout ce qui se fait pour l'éducation est à saluer. Et encore, non seulement saluer, mais demander que ça se fasse mieux et très vite. On le dit, quand un enfant sort de l'école au niveau du primaire, c'est un enfant qui est condamné à la pauvreté. Donc, pour ne pas condamner nos populations à la pauvreté, améliorons notre système éducatif par des classes comme on le fait et allons plus vite pour le mieux-être de notre société. Bien. Gaël Akpa? Bien, ben, c'est une initiative à saluer. On voit que le gouvernement investit dans le long terme. Vu qu'il y a ce problème-là, il se pose depuis des années. Quand on parle des salles de classe pléthoriques où souvent l'effectif arrive même à 100 élèves, ça facilite pas le travail aux enseignants. Mais à côté de cela, je veux qu'on mise aussi dans la formation de plus d'enseignants et qu'on veille à l'amélioration de leurs conditions de vie. On a vu ici que pour une affaire de conditions de vie, ils étaient en syndicat, essayaient de mener une grève, on a entendu parler d'arrestation et tout ça. Il faut veiller à l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Et puis, il faut veiller aussi à l'équité entre les zones. Parce que vous savez que les zones rurales et puis les zones urbaines, dans l'éducation, il y a certaines disparités. Donc, il faut pouvoir aussi régler cela et puis ça sera au bénéfice de tous les Ivoiriens. Bien, Eric Bayala? Bon, je pense que c'est vraiment à saluer 3 nouvelles salles de classe en construction. 3000. 3000, pardon. Ah, voilà, vous ne croyez pas si bien dit, cher frère Beta Michel. Et je pense que c'est le docteur qui va s'estimer heureux parce qu'il a dit le droit à l'éducation fait partie des droits fondamentaux qui ont été prononcés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais justement, vous comprendrez que le gouvernement du président Alassane Ouattara se bat, non pas dans la rue, mais se bat pour offrir une éducation, se bat pour construire des écoles, se bat pour construire des routes, se bat pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que c'est cette bataille-là pour laquelle les Ivoiriens l'ont élu à la tête de ce pays, eux non pour donner rendez-vous dans la rue pour que les Ivoiriens s'entretuent entre eux. Eric, on passe dans les rues pour avoir des réactions sur ce chiffre, 3000 salles de classe. Non, mais c'est bien qu'on termine cette émission sur une note de gaieté quand même. Oui, on ne peut pas être rabat-joie. Il faut saluer cela. Il faut saluer. Quand c'est bon, on ne peut pas dire que c'est pas bon. Et puis, c'est vrai, je suis d'accord aussi avec mon jeune frère quand il a dit qu'en même temps qu'on améliore les salles de classe, les infrastructures, il faut améliorer aussi la vie des enseignants. Parce que ce sont eux qui donnent le savoir. Donc, le cadre peut être bon, mais il faut que les enseignants soient motivés. Cher frère, quand c'est bon, là, on va dire que c'est bon. Mais la rue, là, ça participe aussi. C'est bon. Mais on passe dans les rues, voilà. C'est bon. Bien, merci pour cette belle image qui montre que malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, nous restons tous des Ivoiriens. Merci à vous, Dr Bogassato, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau pour d'autres débats. Bien sûr. Merci à vous, Eric Bayala. Merci, Gaël Akpa et Michel Beta. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de votre fidélité ce soir. L'actualité nous a rappelé combien les équilibres sont fragiles à l'approche des échéances électorales. Portez-vous bien et faites très attention, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.